suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Je vais vous parler de tout ce que j'ai regardé et écouté au mois de décembre. Pendant les vlogs, je vous avais parlé seulement de ce qui avait un rapport avec Noël. Mais là, je vais vous parler de tout le reste. On va commencer par les films, ensuite on passera aux séries, aux documentaires et je terminerai avec le seul podcast que j'ai à vous présenter. On va commencer avec les films, je n'en ai que 5 à vous présenter. Je vais commencer avec les 2 qui sont pas sur Netflix, comme ça après tout le reste est facilement trouvable. Le premier, c'est L'ombre d'Emily, que j'ai regardé en tout début de mois de décembre. Donc pardonnez-moi si mes souvenirs sont un petit peu flous. On est ici dans un thriller avec des actrices bien connues, notamment Blake Lively. Je sais plus comment s'appelle l'autre actrice, mais c'est celle Anna Kendrick. Voilà, c'est Anna Kendrick qu'on suit au début. C'est une jeune femme qui est maman et qui est vraiment la maman idéale. Elle a même une chaîne YouTube sur laquelle elle donne des conseils de parentalité, des conseils d'éducation, etc. Et à l'école, elle n'a pas vraiment beaucoup de copines parce que les autres parents d'élèves se moquent un petit peu d'elle parce qu'elle est vraiment la première de la classe, elle veut tout bien faire. Et le personnage de Blake Lively est aussi une maman de cette école, mais elle, c'est une maman un peu rock'n'roll, une maman un peu en marge, elle boit des martinis à 15 h, enfin, c'est pas du tout le même profil, et pourtant, elles vont devenir extrêmement amies. Et Blake Lively, donc son personnage Emily, va disparaître du jour au lendemain et son ami va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que c'est hyper dynamique. Directement, on est plongé dans l'histoire. C'est un thriller assez léger. Donc ça fait du bien, c'est pas une enquête lourde, pesante, non, c'est quelque chose qui est assez feel good dans le genre thriller, ça se regarde vraiment très bien. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est que les 2 actrices principales sont très complémentaires et jouent assez bien, donc à ce niveau-là, les dialogues, etc. sont assez savoureux. Par contre, il y a quand même des situations vachement rocambolesques et j'ai pas du tout aimé la fin que j'ai trouvée ultra tirée par les cheveux. Donc c'est pas un film exceptionnel non plus que je vous recommande à tout prix. Pourquoi pas si vous voulez passer un petit moment de cinéma tranquille, posé, mais c'est pas le film incontournable à voir. Surtout si vous êtes extrêmement adepte de thrillers assez sombres, je pense pas que ça vous conviendra. Mais moi j'ai passé 2 heures assez sympathiques en regardant ce film. L'autre film que j'ai regardé qui est pas sur Netflix, c'est Été 85 de François Ozon. J'avais très envie d'aller voir ce film au cinéma cet été, et puis j'ai un peu laissé passer le coche et je l'ai loupé. C'est une histoire d'amour entre 2 garçons durant l'été 85, ils sont en Normandie. On va suivre un garçon assez introverti qui s'appelle Alexis et qui va rencontrer un garçon super exubérant qui s'appelle David, je pense. Ils vont se rencontrer, ils vont devenir amis, mais très vite ils comprennent qu'ils ont une attirance. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est pas une histoire de coming out, ça n'a pas tellement d'importance, j'allais dire. Bon, Alexis vient d'un milieu où c'est pas forcément super bien accepté, mais en tout cas, c'est pas la révélation des sentiments amoureux envers quelqu'un du même sexe, c'est pas vraiment ça le propos de l'histoire, parce qu'assez vite, c'est quelque chose qu'ils acceptent tous les deux. Ils sont attirés l'un par l'autre et ils ne vont pas à l'encontre de ça. Mais au-delà d'une histoire d'amour adolescente, c'est un film plus profond et plus dramatique que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est l'aspect très années 80, c'est-à-dire que dans tous les détails, on se retrouve dans les années 80 que je n'ai absolument pas connues, mais on sent cette ambiance vraiment hyper présente, même dans le grain de la photographie, enfin c'est présent tout le temps. On dirait que c'est un film qui a été tourné dans les années 80 et ça c'est vachement chouette. Je m'attendais à une sorte d'amour plus légère, je m'attendais à une petite idylle adolescente et j'ai apprécié le fait que ce soit plus profond que ça, que ça aille plus loin que ça et que ce soit pas juste par exemple la découverte de l'homosexualité, enfin juste évidemment c'est un sujet majeur et c'est un sujet dont on doit parler, mais je trouve ça chouette que pour une fois on ait pris l'homosexualité dans un autre angle et que ce ne soit pas le coming out qui importe, mais l'histoire d'amour en tant que telle, parce que j'ai l'impression que souvent pour l'histoire homosexuelle, on s'arrête à la révélation aux proches. Ici c'est pas ça, ça va plus loin, on suit vraiment l'idylle entre ces 2 jeunes garçons. Il y a certaines scènes qui sont un peu bizarres, un peu glauques, parce qu'il faut savoir que Alexis, donc le personnage principal, est obsédé par la mort depuis toujours et il en parle beaucoup. Et d'ailleurs c'est une discussion qui revient souvent entre les 2 garçons aussi. Il y a certaines scènes qui sont assez magistrales, je pense à une scène de danse à la fin, si vous avez vu le film vous savez peut-être de quoi je parle. J'ai trouvé cette scène vraiment super belle et super puissante. J'ai pas tout aimé dans le film, honnêtement j'ai pas tout aimé, parfois j'ai été agacée par les personnages, surtout la mère de David. Si ça se trouve il s'appelle pas du tout David et moi j'invente des prénoms, mais
En tout cas, la mère de l'autre garçon, j'ai pas du tout aimé ce personnage. Même un des deux personnages centraux, j'ai pas toujours trop apprécié son comportement. Après, je pense que c'est fait exprès pour que ça nous fasse réagir. Mais en tout cas, c'est un film qui est magnifique visuellement et peut-être même que ça fera une petite piqûre de nostalgie pour les gens qui ont grandi à cette époque-là. J'en doute pas d'ailleurs que ça doit leur rappeler beaucoup de choses de leur époque et ça c'est vachement cool. Maintenant je vous parle des 3 films que j'ai vus sur Netflix. Le premier c'est Une ode américaine. Ça c'est un film que ma maman m'avait conseillé, sinon je suis pas sûre que je l'aurais regardé parce que comme ça il me tentait pas trop et j'ai adoré ce film. C'est l'histoire d'un garçon qui fait des études de droit dans une brillante université. Je sais plus si c'est Harvard, Yale, enfin vous voyez le genre, on est aux États-Unis dans une université prestigieuse. Et alors qu'il est à une soirée pour obtenir une bourse, donc une soirée super importante pour son cursus scolaire, sa sœur l'appelle pour lui dire que leur mère a fait une overdose. Il doit revenir dans le petit bled de son enfance et de son adolescence pour aller voir cette mère et en même temps il se replonge dans tous ses souvenirs. Et donc nous on le revoit enfant avec une mère complètement déconnectée de la réalité, une mère qui peut être extrêmement gentille et extrêmement toxique d'une minute à l'autre, une mère dépendante à la drogue, et j'ai trouvé ça super bien fait. C'est une plongée dans l'Amérique profonde de chez profonde, donc il faut le savoir. Après, c'est quelque chose que personnellement j'adore. On traite plein de thématiques et alors il y a un casting génial parce que la mère c'est Amy Adams et la grand-mère c'est Glenn Close. Glenn Close qui est métamorphosée pour le rôle et qui a le rôle d'un personnage incroyable. Il y a une scène avec elle qui m'a filé des frissons. C'est un très bon film, honnêtement, c'est vraiment un très bon film qui permet aussi de délivrer une forme de message d'espoir parce que quand on voit le milieu social dont vient ce garçon, ben on n'a pas honnêtement tant d'espoir pour lui. On se dit que sans doute il restera dans cette petite ville où il a grandi, mais en fait dès le début on sait que c'est un garçon qui est à l'université, qui a de l'ambition et il a une copine aussi, sa copine qui est d'origine indienne, donc il a peur aussi que ça passe pas super bien auprès de sa famille. Enfin comme je vous le disais, on parle de tellement de thématiques, c'est vraiment passionnant et c'est un très bon film. Autre film que j'ai regardé sur Netflix, c'est La vie devant soi, la nouvelle adaptation qu'ils en ont fait avec Sophia Loren. C'est une adaptation du roman de Romain Gary, mais à notre époque, à l'époque moderne, en Italie, donc c'est un peu désarçonnant au tout début. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Momo, qui n'a pas de parents, qui traîne dans la rue, qui est un peu une petite racaille en devenir, mais il est encore jeune, mais il commet déjà plein de délits et il va être confié à Madame Rosa. Madame Rosa qui s'occupe de plein d'orphelins, de plein de jeunes qui n'ont pas de parents qui peuvent s'en occuper. Et donc il se retrouve là et forcément il y a une relation qui se crée avec la vieille dame. J'ai pas été forcément bouleversée par ce livre. Après, je vais peut-être dire une hérésie pour certains, mais j'avais pas été bouleversée non plus par le roman de Romain Gary. C'est pas le roman qui m'a chamboulée. Oui, les relations entre les personnages sont belles, mais je sais pas, déjà dans le bouquin il m'a manqué un truc, alors ici encore plus. Parfois j'ai trouvé qu'il manquait quand même ce petit lien entre les personnages parce qu'on a des scènes hyper fortes, mais moi j'ai pas vu tout ce lien se construire et donc ça m'a un petit peu manqué. C'est quand même un beau film, c'est quand même un chouette film. Si vous avez aimé l'œuvre de Romain Gary, pourquoi pas essayer parce que c'est un chouette point de vue sur cette œuvre-là, ça change de ce qu'on connaît. J'avais jamais vu d'adaptation de Une vie devant soi. Donc j'étais contente de voir celle-ci, mais c'est pas le film qui va le plus me marquer cette année, on va dire. J'ai eu un petit problème de batterie, mais on est de retour. Je devais vous parler du dernier film que j'ai regardé, qui est sur Netflix, c'est L'incroyable histoire de l'île de la Rose. En gros, le 31 décembre, mon copain et moi, on cherchait un film à regarder pour le réveillon, et j'ai demandé un peu des conseils sur Instagram, j'en ai eu plein d'ailleurs, merci beaucoup. Et quelqu'un m'avait conseillé ce film, elle avait très bien vendu, donc on a regardé ça, et c'est vrai que c'était super sympa. On va suivre un jeune homme italien dans les années 60 qui est ingénieur, qui est un peu farfelu, qui est un peu en marge de la société et qui va décider de construire son île parce qu'il en a assez des dictats et de la loi italienne. Et donc il va construire une plateforme en béton qu'il va mettre au large des mers italiennes, comme ça il est plus en Italie et il se dit que le gouvernement ne peut pas l'embêter. Ça démarre de rien et petit à petit ça va prendre de l'ampleur et ça va devenir un état à part entière. Donc il y a des gens qui vont venir, des apatrides, des choses comme ça, qui vont venir sur sa petite île et forcément ça va pas beaucoup plaire au gouvernement. C'est un film qui est drôle, qui est original,
qui est assez subversif aussi dans sa manière d'être parce qu'on a vraiment l'histoire de cet homme qui s'est opposé au pays dans lequel il vivait et j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était positif sans être niais et assez idéaliste, assez fou et en cela j'ai trouvé génial parce que c'était super original. On va maintenant passer aux séries, j'en ai 3 mais une dont je vais parler pendant vraiment 2 secondes. J'ai regardé la saison 4 de Gilmore Girls, j'avance très doucement dans cette série. La saison 4, il y a eu un moment où j'ai eu un petit coup de mou, mais vers la fin, j'ai adoré ce qui se passait, donc j'ai tout regardé d'un coup, mais c'est vrai que pendant quelques mois, je regardais plus du tout Gilmore Girls, donc voilà. J'ai fini la saison 4, maintenant je suis au milieu de la saison 5. J'ai regardé une mini-série sur Arte, Carnet d'un jeune médecin. C'est une série qui en tout fait 8 épisodes, il y a 2 saisons, chacune de 4 épisodes et les épisodes font 25 minutes. Mais je n'ai regardé que la première saison. En fait, j'ai pas eu le courage d'aller au-delà et de regarder la deuxième parce que ça va nous parler d'un jeune médecin en 1917, ça se passe en Russie. Ce médecin, il est incarné par Daniel Radcliffe. On le suit aussi dans le futur, donc quand il sera plus âgé et qu'il se rappelle de ses jeunes années de médecine. Et là, c'est Jon Hamm qui joue le personnage de Daniel Radcliffe plus âgé. Il débarque dans un petit village de Russie pour devenir le médecin local. Il sort à peine de l'école. Et il y a plein de choses qu'il sait pas faire parce qu'il les a appris uniquement dans les livres et il n'a jamais eu l'occasion de pratiquer ça sur le terrain, donc il fait un peu n'importe quoi. Tout ça, je trouvais ça drôle, mais en fait, c'est vraiment beaucoup trop gore pour moi. C'est-à-dire que quand il va faire une opération, il va amputer quelqu'un, on va vous filmer la scène de l'amputation et vous allez tout voir. Et il y a du sang qui gicle partout, c'est pas possible pour moi, honnêtement. La première fois que j'ai regardé un épisode, je mangeais, mais c'était horrible. Donc même si le fond de l'histoire était marrant et que y avait beaucoup de touches d'humour qui me plaisaient, c'était beaucoup trop gore pour moi et honnêtement, une saison, ça m'a largement suffi, ça m'a vacciné. J'ai pas pu regarder la suite parce que tout ce sang qui explose dans tous les sens et même du pu qui gicle, enfin bref, je vous passe les détails. Si vous êtes sensible comme moi, ne regardez pas, mais c'est dispo sur Arte pour ceux que ça tente quand même. La dernière série dont je voulais vous parler, c'est une série espagnole qui est sur Netflix, qui s'appelle, Après toi, le chaos. C'est une mini-série en 8 épisodes et j'aime bien ce format-là parce qu'on sait qu'après c'est terminé et qu'on va pas venir avec 15 saisons différentes. On est en Galice, donc c'est des paysages déjà qui sont superbes et on va suivre une jeune prof qui s'appelle Raquel, qui est prof de littérature espagnole, qui arrive dans une nouvelle école et elle va trouver face à elle des étudiants un peu indociles, un peu difficiles à comprendre et pas spécialement sympathiques, ils ne l'accueillent pas très bien. Elle remplace une ancienne prof qui, en fait, on l'apprend assez vite dans la série, est décédée. Et on va suivre les deux histoires de ces deux profs en parallèle qui ont certains points communs, certaines choses qui changent. Et Raquel va pas se sentir très en sécurité dans cette nouvelle école où elle est arrivée. Surtout qu'elle a dû changer de ville avec son copain et tout pour débarquer à l'école et il va se passer plein de phénomènes assez étranges. Visuellement, c'est une série magnifique. Il n'y a rien à redire sur le visuel. Même le générique est sublime. Toute la photographie est vraiment superbe. Là, il n'y a rien à dire. Les personnages sont super bien habillés. Enfin, tout est beau. Visuellement, tout est très beau. Au niveau du scénario, ça a un peu péché pour moi parce que il y avait certaines bonnes idées, j'aimais bien l'histoire de base parce que toutes les histoires qui se passent dans des écoles avec des ados difficiles, en général, ça me séduit, donc ça me plaisait bien. Quand on a regardé le premier épisode avec mon copain, je me suis dit ouais, ça me plaît bien. Mais au fur et à mesure, le scénario devient un peu bof. En gros, il y a plein de situations qui pourraient se régler facilement si on disait la vérité, si on affrontait le problème directement. Et les personnages vont tout le temps un peu tourner autour du pot, toujours un peu dévier. J'ai trouvé que ça, c'était assez dommage. En fait, il y a plein de trucs qui pourraient se régler facilement, mais les personnages font des actions que j'ai trouvées souvent un peu stupides. Et bref, pour moi, ça a vraiment été le gros bémol de la série, c'est que j'ai trouvé que le scénario était pas assez solide. C'est une série qui est belle, c'est une série qui a quelque chose à raconter, à dénoncer, mais il y a trop de travers, il y a trop de trucs incohérents, en plus les personnages sont énervants. Donc pas la série de l'année, mais c'est quand même agréable à regarder, c'est un genre de petit thriller assez sympa. Je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé, c'est un documentaire Arte qui est dispo sur YouTube, si ça vous intéresse je vous le mettrai dans la barre d'informations. Donc c'est le documentaire Petite fille,
En fait, ici, c'est un documentaire qui va parler d'un enfant qui est né garçon mais qui se sent fille. Depuis toujours, elle sent au fond d'elle qu'elle est une fille. Elle veut que tout le monde la considère comme une fille. Ses parents sont super chouettes par rapport à ça parce qu'ils mettent plein de choses en place pour que leur enfant se sente bien. Déjà, c'est à la base, donc c'est un petit garçon qui s'appelle Sacha, donc elle a un prénom mixte, donc c'est déjà facile à ce niveau-là, mais il y a plein d'embûches qui viennent sur le chemin. Les embûches ne sont pas du tout familiales, mais dans toute la société autour, surtout à l'école, l'école n'accepte pas du tout l'identité de cet enfant et la traite différemment, et de ce fait elle n'a pas beaucoup d'amis, elle n'est pas bien acceptée. Et donc on va suivre cette famille, surtout la maman et Sacha, pendant des mois dans leur combat, dans la revendication de l'identité de Sacha, parce que Sacha est une petite fille qui est née dans le mauvais corps. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on va vraiment en profondeur. Par exemple, la maman, elle va prendre la parole, elle va expliquer qu'elle a l'impression d'avoir une part de responsabilité là-dedans, parce que quand elle est enceinte, elle voulait avoir une petite fille, elle l'a tellement désirée, elle a été tellement déçue quand on lui a dit que c'était un garçon qu'elle a peur d'avoir une responsabilité là-dedans et d'avoir pu induire quelque chose sur son propre enfant. Et toute cette famille autour qui est plus en arrière-plan mais qui soutient énormément la petite fille, qui veut vraiment aider, et ils sont tous à fond derrière Sacha, et j'ai trouvé que ça c'était super beau. C'est un très beau message de tolérance. C'est dur, hein. Moi j'ai eu le cœur serré plusieurs fois, et alors c'est magnifiquement filmé, on dirait par moments un film d'auteur, et on oublie qu'on est dans du documentaire, on oublie que c'est une histoire réelle, on pense vraiment être dans de la fiction tellement que tout est bien filmé, les scènes sont très cinématographiques, c'est très beau à regarder, et surtout le message il est essentiel. Je vais terminer avec un podcast qui est le podcast On est chez nous. C'est un podcast qui est disponible uniquement sur Spotify. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est un podcast qui est fait par Sophie-Marie Larouille, qui gère aussi un autre podcast qui est dans mon top 3 des podcasts préférés, qui est À bientôt de te revoir. Sophie-Marie Larouille, c'est une personnalité assez déjantée et excentrique, et je l'adore. Honnêtement, elle me fait beaucoup rire. Dans ce podcast-ci, elle va à la rencontre de plusieurs personnes à travers la France. Il y a aussi un épisode en Belgique, mais donc elle sillonne tout le pays. Et chaque fois, elle va rencontrer des gens, mais des gens comme vous et moi, des gens tout à fait lambda, pas des personnes connues, rien du tout. Elle va rencontrer des gens, et chaque fois, elle va échanger avec eux, et elle va les amener sur un sujet hyper fort. Presque à tous les coups, on commence la conversation de manière super anodine, et d'un coup, bam, on arrive à ce nœud de tension, et la personne va parler d'un sujet personnel, mais tellement fort. Et en cela, je trouve que Sophie-Marie Larouille est une super bonne intervieweuse, parce que elle arrive à déceler ce petit truc chez les gens, et on part de rien, et on en arrive à des vraies leçons d'humanité parfois. Il y a 10 épisodes, certes, il y a des épisodes que j'ai plus aimé que d'autres, ça me paraît assez logique, mais j'ai aimé savoir chaque fois qui se cachait derrière ces gens. Je crois que c'est le premier épisode que j'avais un peu moins aimé, je comprenais pas trop, et puis quand j'en ai écouté plusieurs au fur et à mesure, j'ai tout écouté d'un coup. Il y a même un épisode, c'est le dernier, celui à Bruxelles, quand je l'ai écouté, j'ai pleuré dans la rue. Voilà. Ça c'est moi, il faut pas chercher plus loin. Mais j'ai trouvé ça super bouleversant et touchant, et c'est un podcast que je trouve très beau, honnêtement. Ça délivre plein de messages de tolérance, de positivité. Parfois c'est dur, parfois on aborde des thèmes durs, mais il faut en parler. Et je trouve toujours que Sophie-Marie Larouille arrive à être dans la pudeur, elle vient pas avec ses gros sabots demander des détails. C'est tout en pudeur, et les gens se livrent assez naturellement, et ça donne quelque chose de très agréable à écouter. Il n'y a que 10 épisodes, mais il y aura une saison 2 normalement, donc j'ai hâte d'écouter ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que peut-être j'aurais pu vous faire découvrir l'une ou l'autre chose. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous la tourner, vous savez que j'aime beaucoup faire les bilans culturels. N'hésitez pas à me dire vous, ce que vous avez regardé dernièrement, si vous avez une série à me conseiller, ou un film hein, bien sûr, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!